Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Ce paragraphe 8 du cours d'intégration est consacré à la formule de changement de variable. Voyons tout de suite cette formule importante. Considérons i un intervalle, f une fonction continue sur i à valeur réelle, a et b deux réels, et phi une fonction de classe C1 sur le segment AB à valeur dans i. À noter que l'on ne suppose pas que a soit inférieur à b, et si besoin, on considère que le segment AB est égal au segment BA. Alors l'intégrale de a à b de f de phi de x facteur de phi' de x dx est égale à l'intégrale de phi de a à phi de b de f de u du. Attention aux bornes. Première chose, il ne faut pas oublier de les changer. Et il faut aussi les écrire dans le bon sens. Les valeurs de phi de a et de phi de b n'ont pas d'importance. Si a est en bas, phi de a sera aussi en bas. Et si jamais phi de a est plus grand que phi de b, on pourra toujours inverser les bornes ensuite, en changeant le signe, si on le souhaite. Enfin, phi de a et phi de b doivent apparaître dans le bon membre. Il suffit de se rappeler que la fonction phi doit apparaître dans les deux membres de la formule. Revisualisez bien la formule en ayant en tête ces trois mises en garde. On peut retrouver la formule avec du calcul formel, en posant u égale à phi de x, et en différenciant du est égal à phi' de x dx. Il n'y a plus qu'à faire les substitutions pour avoir la formule. Par contre, ceci ne donne rien sur les bornes. La formule de changement de variable s'applique aussi pour les calculs de primitives. On suppose que f est une fonction continue définie sur un intervalle i à valeur dans R, phi une fonction de classe C1 définie d'un intervalle j à valeur dans l'intervalle i. Alors l'intégrale de f de phi de x fois phi' de x dx est égale à l'intégrale de f de u du. C'est la même formule, sauf qu'il n'y a plus les bornes à mettre, ce qui fait une source d'erreur en moins. Par contre, à la fin du calcul, il ne faut pas oublier de revenir à la variable initiale, ce qui peut imposer que la fonction phi soit bijective. Par contre, pour un calcul d'intégrale, il n'y a plus de variable. Revenir à la variable initiale n'a pas de sens. Il y a deux sens possibles pour appliquer la formule de changement de variable. Supposons que l'on souhaite calculer une primitive d'une certaine fonction g. Première possibilité, on identifie g de x avec f de phi de x fois phi' de x. On effectue alors le changement de variable u égale à phi de x, ce qui permet d'écrire intégrale de g de x dx égale à l'intégrale de f de phi de x fois phi' de x dx, égale à l'intégrale de f de u du, ce qui est égal à une primitive grand F de petit f à une constante près. Et il reste à revenir à la variable initiale de la fonction g. Une primitive de g est donc égale à grand F de phi de x à une constante près. Je vous invite à calculer les primitives de la fonction qui a x associe sinus x divisé par 2 moins sinus au carré de x. N'oubliez pas de bien justifier vos calculs et en particulier de vérifier les hypothèses pour pouvoir appliquer la formule de changement de variable. Pour le calcul des primitives de la fonction g, il peut être plus intéressant d'identifier g avec le terme à droite dans la formule de changement de variable. On effectue alors le changement de variable x égale à phi de u, ce qui permet d'écrire l'intégrale de g de x dx est égale à l'intégrale de g de phi de u fois phi' de u du. Notons grand H une primitive de cette dernière fonction. Il n'y a plus qu'à revenir à la variable initiale. Suivant l'expression de grand H, il peut y avoir besoin d'écrire u en fonction de x, mais x étant égal à phi de u, phi devra être bijective pour pouvoir écrire u égale à phi moins 1 de x. Vous pouvez essayer de calculer les primitives de la fonction qui a x associe 1 sur cosinus hyperbolique de x en effectuant le changement de variable x égale à logarithme népérien de t. Voici comment on peut calculer les primitives des fonctions qui à t associent 1 sur 1 plus t au carré exposant n avec la formule de changement de variable. On considère le changement de variable t égal à tangente de phi. On vérifie que les hypothèses sont bien satisfaites. La fonction qui a phi associe tangente phi est de classe C1 sur l'intervalle moins pi sur 2 ouvert à valeur réelle. La fonction qui a t associe 1 sur 1 plus t au carré exposant n est continue sur R. On peut donc effectuer le changement de variable. dt est égal à 1 plus tangente au carré de phi facteur de dφ, ce que l'on peut aussi écrire dt divisé par 1 plus t au carré égale à dφ. Ce qui donne i indice n égale à l'intégrale de dφ divisé par 1 plus tangente au carré de phi exposant n-1.
On peut alors simplifier cette expression grâce à la formule 1 sur cos au carré de phi égale à 1 plus tangente au carré de phi, et il suffit de linéariser l'expression obtenue pour finir le calcul. Bien sûr, on reviendra aussi à la variable initiale lors d'un calcul de primitive. N'oubliez pas de bien vérifier vos hypothèses quand vous appliquez la formule de changement de variable. Après tout, il ne s'agit que d'un théorème au même titre qu'un autre. Calculons l'intégrale de 0 à pi de dx divisé par 1 plus cosinus au carré de x. Essayons le changement de variable t égale à tangente de x. On a alors dt égale à 1 plus tangente au carré de x facteur de dx, que l'on peut aussi écrire dx égale à dt divisé par 1 plus t au carré. On obtient aussi cosinus carré de x égale à 1 sur 1 plus t au carré. Enfin, on n'oublie pas de changer les bornes. Tangente 0 est égale à 0 et tangente pi est égale à 0. Ce qui donne intégrale de 0 à pi de dx divisé par 1 plus cosinus au carré de x est égale à l'intégrale de 0 à 0 de dt divisé par 2 plus t au carré. Et finalement, intégrale de 0 à pi de dx divisé par 1 plus cosinus au carré de x est égale à 0. Facile, non? Sauf que dans l'intégrale de 0 à pi de dx divisé par 1 plus cosinus au carré de x, la fonction intégrée est continue et strictement positive. L'intégrale est donc strictement positive, donc notre calcul est faux. Le problème vient du fait que la fonction de changement de variable, qui à x associe tangente x, n'est pas de classe C1 sur l'intervalle 0 pi. Elle n'est même pas définie en pi sur 2. Moralité, si on ne vérifie pas les hypothèses, on risque de faire n'importe quoi. Nous verrons dans un exercice comment régler ce problème et obtenir la valeur correcte de l'intégrale. On peut parfois simplifier les calculs à l'aide de symétrie. Soit f une fonction continue sur un segment AB à valeur réelle. Si f est pair par rapport au milieu de l'intervalle, alors l'intégrale de a à b de f de t dt est égale à 2 fois l'intégrale de a à plus b sur 2 de f de t dt et aussi égale à 2 fois l'intégrale de a plus b sur 2 à b de f de t dt. Graphiquement, l'intégrale de a à plus b sur 2, assurée avec des traits montant sur la figure, est égale à l'intégrale de a plus b sur 2 AB, assurée avec des traits descendants sur la figure, et sont toutes les deux égales à la moitié de l'intégrale de a à b. Si f est impair par rapport au milieu de l'intervalle, alors l'intégrale de a à b de f de t dt est égale à 0. Graphiquement, l'intégrale de a à plus b sur 2, assurée avec des traits montant sur la figure, est l'opposé de l'intégrale de a plus b sur 2 ab, assurée avec des traits descendants sur la figure. Les deux se compensent quand on les ajoute. On démontre les deux résultats en même temps. Pour cela, on pose epsilon égale à 1 lorsque la fonction est paire par rapport à a plus b sur 2 et epsilon égale à moins 1 lorsque la fonction est impaire par rapport à a plus b sur 2. La fonction f étant continue et toute fonction affine étant de classe C1, on peut effectuer le changement de variable u égale à a plus b moins t, ce qui donne du égale à moins dt, ce qui permet d'écrire que l'intégrale de a plus b sur 2 de f de u du est égale à l'intégrale de b à a plus b sur 2 de f de a plus b moins t fois moins dt. Dans l'étape suivante, on échange juste les bornes sans oublier de compenser avec un signe. Et dans l'étape suivante, il suffit de traduire la parité ou l'imparité. On peut alors, grâce à la relation de Chasles, écrire que l'intégrale de a à b est égale à celle de a à plus b sur 2 plus celle de a plus b sur 2 à b. Ce qui donne avec le calcul précédent, intégrale de a à b de f de u du égale à epsilon plus 1, facteur de l'intégrale de a plus b sur 2 à b de f de u du. Il n'y a plus qu'à remplacer epsilon par sa valeur suivant le cas étudié. Avec des fonctions périodiques, on a le résultat suivant. Soit f une fonction continue sur R à valeur réelle, que l'on suppose périodique de période grand T. Alors, pour tout réel a et b quelconque, l'intégrale de a à plus grand T de f de t dt est égale à l'intégrale de b à b plus grand T de f de t dt. Autrement dit, si on intègre une fonction périodique sur un intervalle de longueur égale à sa période, le résultat ne dépend pas de l'intervalle choisi. En voici une justification graphique. En rose, on visualise la partie du plan dont l'aire est égale à l'intégrale de a à plus grand T de f de t dt. La partie du plan entourée en bleu a comme aire l'intégrale de b à b plus grand T de f de t dt. Ces deux parties du plan n'ont pas la même forme, mais elles ont la même aire. En effet, la partie assurée qui apparaît dans la première intégrale
à la même aire que la partie assurée qui apparaît dans la seconde. Et voici une démonstration. En partant de l'intégrale de a à a plus grand t, avec la relation de Schall, on force l'apparition de l'intégrale de b à b plus grand t. Dans l'intégrale de a à b de f de t dt, on effectue le changement de variable u égale à petit t plus grand t. Et grâce à la périodicité de f, on obtient que l'intégrale de a à b est égale à celle de a plus grand t à b plus grand t. Remarquons que la variable d'intégration étant muette, on peut maintenant remplacer u par t dans la dernière intégrale. Ce résultat prouve que dans le membre de droite, obtenu grâce à la relation de Schall, les deux intégrales de a à b et de b plus grand t à a plus grand t se simplifient, et on obtient le résultat annoncé. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez continuer votre étude avec le paragraphe 9, consacré à l'intégration des fonctions fractions rationnelles.